Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. Ce matin, on est ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. Beaucoup d'actu qui nous attendent ce matin. Et on commence tout de suite par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. C'est la revue de presse du Moyen-Orient. Cyril Amar, bonjour. On commence ce matin par le Liban et ce nouvel attentat qui a frappé Beyrouth hier soir. Ah oui, on ne compte plus les fois, Barbara, où les images de voitures calcinées font la une des quotidiens libanais, comme celle-ci ce matin du journal An-Nahar. Le terrorisme frappe de nouveau la Dahiyeh, titre le plus vieux journal du Liban. La Dahiyeh, vous le savez, c'est le quartier chiite au sud de la capitale libanaise. Un attentat suicide, selon toute vraisemblance, qui aurait fait 12 blessés et qui visait un barrage militaire, nous dit le journal. Dans les journaux israéliens, Cyril, ce qui alimente les commentaires ce matin, c'est l'inculpation d'un membre du Hamas. Alors, il est soupçonné d'avoir assassiné Baruch Mizrahi devant sa femme et ses enfants il y a moins de 2 mois. L'assassin est un ex-détenu libéré contre le soldat Shalit et ça relance le débat, évidemment. Exactement. Et en une du Yediot Aharonot ce matin, la veuve de la victime israélienne qui hurle sa colère en arborant le portrait de son époux. « Mon mari serait aujourd'hui en vie si son bourreau n'avait pas été relâché ». Ziad Awad, ce Palestinien de 42 ans, avait été libéré en 2011 dans le cadre du marché Shalit. On le retrouve ici sur les bancs du tribunal et en 2011 également au moment de sa libération sur cette photo du Yediot, voilà qu'on voit tout de suite. Des portes tournantes meurtrières selon le journal, mais également selon le caricaturiste du quotidien gratuit Israël Hayom, Shlomo Cohen, caricature qu'on va voir voilà, immédiatement, et des portes tournantes meurtrières selon le dessinateur de presse. Et ce matin, vous l'avez dit Barbara, les commentaires abondent sur le bien fondé de cet échange des 1027 détenus palestiniens contre l'unique soldat Gilad Shalit, un marché qui, selon le journaliste Bendror Yemini, a permis au terrorisme d'avoir le vent en poupe. Une décision désastreuse prise par un Netanyahou qui n'a pas su résister à son opinion publique, et ce, contre l'avis même des milieux de la défense. Mais pour Ariel Ringel-Hoffman, du même journal, le marché Shalit était inévitable, oui inévitable, car le rapatriement des soldats israéliens, vivants ou morts, eh bien, tout cela, ça fait partie de l'éthos israélien depuis toujours, nous dit la journaliste israélienne un peu à contre-courant ce matin dans la presse israélienne. Voilà, on va reparler de tout ça dans un instant avec notre invité, l'ancien diplomate Yeshua Mishav. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans le reste des grands titres israéliens, ce matin, on reparlait évidemment de l'enlèvement des 3 adolescents et de l'opération qui se poursuit. Oui, avec le quotidien gratuit Israël Hayom, proche du pouvoir, qui nous annonce que les mères des 3 adolescents enlevés donc jeudi dernier en Cisjordanie, eh bien, seront aujourd'hui à Genève. Et du haut de la tribune de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, c'est Rachel Frenkel, la mère du jeune Naftali, qui demandera donc expressément à la communauté internationale d'intervenir pour la libération des 3 otages. Et puis côté palestinien, vous allez le voir, la tonalité est tout autre. Le journal pro-Hamas Palestine, qui paraît à Gaza, se fait l'écho ce matin de l'interview accordée par le chef du bureau politique du Hamas à la chaîne qatari Al Jazeera. Alors que dit Khaled Mashal dans cette interview ? Eh bien, il déclare n'avoir aucune information sur le sort des 3 soldats, mais il se félicite, le sort des 3 soldats. Vous aurez remarqué, Barbara, que c'est le terme qui est employé par le Hamas pour désigner les 3 enfants. On rappelle qu'il y a 2 mineurs parmi ces 3, jeunes otages et qui ne sont pas soldats, ni colons d'ailleurs, comme on a pu l'entendre dans certains médias palestiniens ou même occidentaux. Donc ces 3 soldats, puisque c'est ainsi que dans les médias du Hamas ils sont baptisés, pas de nouvelles, mais Khaled Meshal nous dit qu'il faut se réjouir de ce kidnapping, et il applaudit donc les ravisseurs et dit qu'il faut tout simplement leur tirer notre chapeau. Le journal Palestine qui relaie également les propos du Premier ministre du Hamas, Ismail Haniyeh, qui en est convaincu. En Cisjordanie, nous dit-il, la 3e intifada a commencé et personne ne pourra l'arrêter. Allez, on jette un coup d'œil à présent sur les journaux irakiens et pan-arabes qui relatent la visite surprise de John Kerry hier à Bagdad. Oui, un Kerry qui s'est rendu à Bagdad pour plaider la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est le titre en tout cas ce matin du quotidien irakien à Zaman, Le Temps. Washington, vous le savez, reproche à Nouri al-Maliki son favoritisme envers la communauté chiite, si bien que selon le journal pan-arabe, Sharq el-Awsat, le Moyen-Orient, eh bien Kerry a demandé aux chiites de faire plus de concessions vis-à-vis des sunnites. De son côté, le Premier ministre irakien a estimé, lui, que la situation en Irak menaçait ni plus ni moins la paix dans la région et dans le monde.
Et on termine avec l'Égypte pour ce tour d'horizon de notre région avec le verdict dans le procès des journalistes d'Al Jazeera. Oui, une lourde peine, Barbara, puisque 7 ans de prison et 10 ans d'emprisonnement pour ces journalistes de Al Jazeera. Peter Grest, un Australien, le Canado-égyptien Mohamed Fahmy et l'Égyptien Baher Mohamed. Et donc 10 ans pour 11 autres reporters qui, eux, ont été jugés par contumace hier. Les membres de cette cellule du Marriott, c'est le nom de l'hôtel où ces journalistes avaient été arrêtés en décembre, eh bien, ils sont accusés d'avoir sapé les intérêts de l'Égypte en diffusant de fausses informations au sujet de l'Égypte et d'avoir soutenu également les frères musulmans pour le quotidien égyptien Al Masri Al Yom. Le verdict, un verdict qui apaise les Égyptiens, eh bien, c'est un verdict qui a suscité la colère de la communauté internationale, puisque le journal annonce que les Pays-Bas, mais également le Royaume-Uni, ont convoqué les ambassadeurs d'Égypte pour leur faire part de leur mécontentement. Merci Cyril, voilà pour la presse du Moyen-Orient. On se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà, on l'a dit, 12 jours après l'enlèvement des 3 jeunes, toujours aucun signe de vie, toujours aucun indice, mais 3 familles qui restent extrêmement mobilisées. Les mères des 3 jeunes s'envolent aujourd'hui pour Genève, où elles vont tenter d'alerter le monde à la tribune des Nations Unies. On retrouve Anne Fayalen devant la maison d'une des 3 familles, notre envoyé spécial Mathias Inbar. Bonjour Mathias, est-ce qu'on sait ce que les 3 mères vont tenter de faire passer comme message aujourd'hui à Genève ? Oui, Barbara, je me trouve devant le domicile de Rachel Frankel, la maman de Naftali. Elle s'est envolée depuis hier soir, elle de son côté pour Genève. Les 2 autres mamans se sont envolées au petit matin pour Genève. Et leur message, eh bien, c'est alerter la communauté internationale, faire en sorte que les dirigeants du monde entier puissent alerter à leur tour leurs pays respectifs et dénoncer l'enlèvement de civils israéliens. C'est un petit peu leur message. Et l'une des mamans, d'ailleurs, avant de monter dans l'avion, a déclaré que si cette commission des droits de l'homme s'importait du sort des enfants de le monde, eh bien, il était temps qu'elle prouve leur attachement au sort des enfants, y compris des enfants israéliens. Mathias, est-ce que dans cette localité de Neuf Ayalon où vous vous trouvez, on reste autant solidaire avec la famille que lors des premiers jours? Est-ce que l'agitation autour de la maison continue comme il y a 2 semaines? Eh bien, je dois dire que pour l'instant, la rue est étonnamment calme. Alors effectivement, des fidèles viennent prier et assister à la prière du matin, comme le veut la tradition dans la religion juive. Alors effectivement, des hommes et des femmes sortent de cette maison. Derrière moi, il y a ce livre d'or où certains badauds, eh bien, que certains badauds viennent signer. Mais finalement, très peu d'agitation, très peu de mouvement. Les gens partent travailler. Lorsqu'on leur demande de savoir s'ils sont toujours fidèles, ils nous répondent bien sûr que nous sommes fidèles, mais eh bien nous essayons d'être prudes et vraiment de respecter la famille. Est-ce que vous avez l'impression, pour finir, que cette mobilisation de la population israélienne est en train de s'essouffler alors qu'on n'a toujours aucune nouvelle des 3 jeunes 12 jours après leur enlèvement? Non, eh bien, les citoyens israéliens s'importent toujours autant du sort de ces 3 adolescents kidnappés, dont on est, vous venez de le dire, sans nouvelles. Mais il est évident que dans la mesure où il y a très peu d'informations qui filtrent sur le sort de ces jeunes adolescents, bien évidemment, eh bien, les Israéliens se demandent pourquoi ils sont sans nouvelles, pourquoi les renseignements israéliens ne donnent pas plus d'informations. Du côté des mamans, eh bien, c'est la raison pour laquelle elles ont appelé toujours les Israéliens à prier, à rester fidèles pour aider ces mamans. Et puis ce message-là des 5 sœurs de Gilad qui ont envoyé un message aux soldats israéliens. Nous savons que vous ne dormez pas la nuit, nous non plus, et nous vous demandons de continuer vos efforts pour trouver notre frère et les 2 autres adolescents. Merci beaucoup Mathias. Depuis Neuf Ayalon, Yoshua Mishav, ancien diplomate israélien, merci donc d'être avec nous. Alors on l'a vu, les 3 mères vont tenter d'alerter le monde sur le sort de leurs enfants. Est-ce que l'ONU, c'est la bonne tribune pour le faire ?
Mais c'est une tribune très importante. On a essayé pendant des années de pratiquer la politique de la chaise vide et on a fait une terrible erreur. Il faut comparaître, si je peux dire, il faut s'exprimer dans les commissions de l'ONU. Celle de Genève sur les droits de l'homme a évidemment un passé extrêmement chargé par rapport à tout ce qui touche Israël et le Moyen-Orient, une espèce de monomanie anti-israélienne dans cette commission. Mais d'un autre côté, le fait qu'une tribune ait été donnée ce matin, c'est évidemment important. Il y aura une couverture de presse et je crois Elle va essayer de convaincre qui et à faire quoi en fait? Non, écoutez, à part des personnes de totale perversité, je pense qu'il faut convaincre personne. Tout le monde peut comprendre, il doit comprendre le déchirement d'une mer, qui est d'ailleurs beaucoup plus que le déchirement de 3 mers. Je veux dire, aucun citoyen israélien ces jours-ci, même s'il a un œil sur la Coupe du Monde et même s'il a un autre œil sur la plage, etc., pour nous tous, évidemment, le matin, en ouvrant la radio, on espère entendre quelque chose qui s'est passé pendant la nuit, quelque chose de positif, bien entendu. Donc il ne s'agit pas de convaincre, mais il s'agit d'essayer dans un contexte international difficile, parce que quand même, je le répète cyniquement, entre la Coupe du Monde, les événements d'Irak et tout ce qui va encore se passer entre la Russie et l'Ukraine, faire entendre la voix de 3 adolescents israéliens kidnappés et qui ne peuvent pas s'exprimer par la force des choses, c'est une mission très difficile et il faut porter ce message-là et cette protestation et cette tentative d'éveil partout où on peut l'exprimer. Alors, on a parlé de l'ONU, il faut quand même souligner que pas plus tard qu'hier, le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, cette fois, a tenté de condamner Israël pour son opération en Cisjordanie. Est-ce que pour la communauté internationale, finalement, le choix est vite fait entre la souffrance des Palestiniens et puis 3 familles israéliennes qualifiées de colons, qui plus est, je le mets entre guillemets? Oui, un peu de ça. On sait bien, écoutez, le champ de bataille diplomatique qui s'appelle ONU a toujours été extrêmement problématique pour Israël. Je vous rappelle des périodes beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui, quand l'ONU votait une résolution assimilant le sionisme au racisme. On n'en est plus du tout là. J'attire l'attention sur 2 déclarations quand même du secrétaire général de l'ONU lui-même, qui a condamné ces enlèvements, qui a exprimé sa préoccupation. Quelques jours plus tard, son porte-parole a affirmé qu'il ne savait pas s'il s'agissait d'un enlèvement. Écoutez, encore une fois, il ne faut se faire aucune illusion. On va toujours partir de ce principe-là. Il ne faut pas avoir de grandes expectatives, de grandes attentes de l'ONU. Comme ça, on n'est pas non plus trop déçus. Mais je pense que... Il y a quand même un jugement politique dans cette affaire. Non, je ne crois pas qu'il y ait un jugement politique. Très sincèrement, je ne pense pas. Il y a des majorités automatiques, il y a des votes automatiques, il y a des vétos automatiques lorsqu'il y a une résolution qui est un peu trop pro-israélienne ou en tout cas pas assez anti-israélienne. Vous avez des puissances au Conseil de sécurité qui peuvent la bloquer. Ça s'est produit dans le passé. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Les rapports entre Israël et l'ONU se sont beaucoup améliorés. Ils sont loin d'être satisfaisants. Moi, j'ai toujours tendance à regarder la moitié du verre qui est pleine. Je me rappelle des années passées où c'était infernal pour un Israélien de représenter son pays à l'ONU. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de moments de déprime et de frustration, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de succès. Et de toute façon, la politique de la chaise vide est toujours une erreur. Mais de manière générale, Yoshua Amichai, vous n'avez pas l'impression que pour cette affaire, la communauté internationale dans son ensemble, la presse internationale partout dans le monde, est plutôt indifférente à l'enlèvement de ces 3 jeunes? Écoutez, il y a une guerre civile qui ravage la République démocratique du Congo, qu'ils ont changé tellement de fois de nom que j'espère que je ne me trompe pas. On ne sait pas, 5 millions de morts, 6 millions de morts, 7 millions de morts, on ne sait plus, on ne peut pas de toute façon réellement suivre et compter. Est-ce que vous voyez dans la presse internationale, à l'exception d'un article, d'un reportage qui est toujours effrayant et terrible, une fois tous les 7-8 mois, est-ce que vous voyez une couverture? Voilà, maintenant vous pouvez me dire que je fais un peu de démagogie et que le Moyen-Orient est beaucoup plus sous les projecteurs et qu'Israël est toujours beaucoup plus sous les projecteurs. Et c'est vrai, vous avez raison de dire ça. Mais d'un autre côté, je pense que dans les circonstances de l'actualité internationale, écoutez, pour nous, ces 3 adolescents, ils sont le centre de nos préoccupations. Ils vont l'être jusqu'à l'issue de cet enlèvement, que nous espérons tous heureuses, bien que le temps qui passe suscite de plus en plus d'inquiétude. Pour nous, c'est le centre de nos préoccupations. Il faut comprendre que pour 8 milliards d'habitants, 7 milliards à peu près d'habitants de la Terre, il en va autrement. Il n'y a pas d'infos. C'est la
réalité. Depuis 10 jours, il y a pas Voilà. d'infos. Alors, ce qui préoccupe les Israéliens depuis hier, c'est également cette affaire de Baruch Mizrahi. On le rappelle, un officier de police israélien assassiné il y a 2 mois devant sa femme et ses enfants. Et son assassin n'est autre qu'un terroriste libéré dans l'accord Gilad Shalit. Ça va relancer évidemment le débat dans le pays sur la libération de terroristes. Est-ce que, au vu de cette affaire, le vent va tourner? Israël ne libérera plus de prisonniers? Écoutez, il y a un projet de loi en ce sens. Moi, je veux bien, simplement, j'invite chaque ministre et chaque député qui va se prononcer sur ce projet de loi à se poser une très simple question. Et si le prisonnier à libérer est mon fils ou ma fille? Donc voilà, c'est très facile. L'otage. Voilà, l'otage. Et c'est très facile de s'exciter, de faire des grands discours, de flatter aussi l'opinion populaire dans le sens du poil. Question peut-être plus grande, si les 3 otages étaient retrouvés, voilà. Que ferait le gouvernement? Voilà, absolument. Donc ça, je veux dire, il faut laisser de côté les démagogues professionnels qui essayent maintenant D'un autre côté, je pense qu'il faut être correct avec le Premier ministre aussi, parce qu'on a un petit peu oublié, mais on dit ce matin, la presse se déchaîne, il a été faible devant l'opinion publique. Écoutez, tous les sondages qui ont été faits à l'époque de l'affaire Shalit donnaient une majorité écrasante de l'opinion pour un échange de prisonniers et pour obtenir la libération de Gilad Shalit. Donc il faut être correct aujourd'hui et pas lui reprocher ce qu'on lui a en fait demandé de faire par manifestation, par campagne de presse, etc. Ça, je pense que, vous savez, c'est un petit peu comme le phénomène de reality. Tout le monde vous dit c'est affreux ces programmes-là, Achagadol, le grand frère et le Loft, etc. Mais en attendant, tout le monde le regarde. Ils ont 42% d'audience. Donc il faut aussi raison garder dans cette affaire-là. Le fait que le terroriste qui a assassiné qui a fait cet assassinat a été libéré dans l'affaire Shalit ne doit pas nous pousser à créer une règle. On verra comment ça se passe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve après un nouveau journal. John Kerry au chevet de l'Irak, le chef de la diplomatie américaine, était à Bagdad hier pour une escale surprise. Il s'envole désormais pour l'Europe où il va poursuivre ses discussions au sujet de ce conflit. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est de savoir s'il va poursuivre la stratégie de non-intervention que prône le président Obama depuis le début de son mandat. Élément de réponse en images. Pas à pas, mètres après mètres, les troupes irakiennes tentent de reprendre le contrôle des villages et villes tombés aux mains des djihadistes. Ce lundi, les insurgés ont encore agrandi leur zone d'influence. Ils ont conquis la ville de Tal Rafah et ont pris possession de son aéroport, enjeu éminemment stratégique. 2 postes frontières avec la Syrie sont également passés sous l'emprise des islamistes. Et dans la matinée, les insurgés ont attaqué un convoi de détenus, tuant 69 d'entre eux au sud de Bagdad. D'après un porte-parole officiel, ces combats ont fait des centaines de morts dans l'armée irakienne. Beaucoup ont été retrouvés décapités ou pendus dans plusieurs villes du nord. Dans les villes conquises par le IIL, l'État islamique en Irak et au Levant, les combattants distribuent des copies du Coran aux populations locales. Et ceux qui n'ont pas encore fui espèrent beaucoup de la visite de John Kerry à Bagdad. L'Amérique n'acceptera pas la présence d'Al-Qaïda et de l'EIL dans la région parce que cela aurait un impact sur tout le Moyen-Orient et sur les pays arabes. Et cela aurait aussi un effet sur l'Amérique. Par conséquent, je pense qu'il y a une solution dans le sac de Kerry pour résoudre la crise. Je pense qu'il va proposer des solutions pour que les politiciens irakiens arrivent à un accord national. Le secrétaire américain en tournée diplomatique au Moyen-Orient est arrivé ce lundi à Bagdad, très préoccupé par la situation en Irak qui, selon Washington, menace la paix dans le monde. John Kerry s'est donné pour mission de convaincre le Premier ministre chiite Nouri al-Maliki de former un gouvernement d'union nationale. Car selon lui, les événements récents en Irak sont directement imputables au Premier ministre qui aurait alimenté une politique confessionnelle mettant à l'écart les minorités, notamment kurdes et sunnites. Nous sommes à un moment critique où nous devons exhorter les dirigeants irakiens à dépasser les considérations confessionnelles afin de former un gouvernement uni dans sa détermination à satisfaire les besoins et demandes du peuple tout entier. Depuis 2 semaines, le groupe ultra-radical de l'EIL s'est construit un État dans l'État. Les experts regardent à présent de plus près la frontière jordano-irakienne qui pourrait être la prochaine cible des islamistes. Le royaume hachémite, déjà confronté à l'afflux de près de 600 000 réfugiés syriens, craint plus que jamais pour sa sécurité et a envoyé des troupes supplémentaires pour surveiller la frontière.
Et les combats qui font rage en Irak ont fait ressurgir une guerre millénaire, celle évidemment entre sunnites et chiites, une guerre qui dépasse de loin les frontières irakiennes, elle concerne l'ensemble du monde musulman. Cyril, vous nous donnez les clés ce matin pour mieux comprendre les différences entre ces deux courants. On va voir, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que la fracture entre les sunnites et les chiites, elle intervient à la genèse même, au moment où émerge l'islam, en 632, au moment où Mahomet meurt. Mahomet est un homme fatigué, il tombe subitement malade, il est absorbé par la prédication, par les conquêtes militaires, et il laisse complètement ouverte la question de sa succession, et ses fidèles vont alors se déchirer pour savoir quelle est l'identité donc de son héritier, et c'est ça la fracture entre les chiites et les sunnites. Alors pour les futurs chiites, évidemment, c'est le lien du sang qui doit primer. C'est le successeur naturel s'appelle donc pour les chiites, il s'appelle Ali, c'est le gendre et le cousin germain du prophète Mahomet, qui est marié à sa fille Fatima. Les chiites, Barbara, c'est donc les partisans d'Ali, parce que le terme même de chiite, la shia en arabe, qu'on retrouve dans le Coran, c'est les partisans, le groupe de partisans, les partisans, donc on l'a bien compris, d'Ali. Alors pour les futurs sunnites, ils ne le voient pas du tout du même œil, c'est la tradition qui doit l'emporter, c'est pas Ali qui doit succéder à Mahomet, mais c'est Abou Bakr qui est le plus fidèle compagnon du prophète Mahomet, et c'est lui donc qui doit naturellement succéder au prophète Mahomet. Donc d'ailleurs le calife en arabe c'est le khalifa, c'est celui qui succède, le successeur, et c'est donc cette option, l'option d'Abou Bakr, qui va remporter une majorité de soutien, et Abou Bakr est donc naturellement nommé calife en 632 sur un territoire qui va s'étendre de l'Arabie jusqu'à l'Égypte. Alors depuis, les sunnites ont toujours été minoritaires, on va le voir sur cette carte, ils représentent environ 85% du monde arabo-musulman, contre 10 à peine, contre 10 à peine pour les chiites. On voit donc les populations majoritairement sunnites, c'est l'Irak, l'Iran, le Bahreïn, et des minorités évidemment un petit peu partout dans le monde arabe, notamment au Liban et également en Syrie, où Assad, qui est alawite, c'est une branche du chiisme. Alors Cyril, dès les premières années de l'islam, c'est un conflit, une guerre de succession qui va finalement se régler dans le sang dès le départ. Oui, c'est d'un assassinat à l'autre, on peut dire ça ainsi, parce que Ali finit finalement par accéder au pouvoir, il devient le 4e calife, on va le voir sur cette petite infographie, elle est après les 3 premiers califes, après les Rachidoun, il devient donc 4e calife, mais il est rapidement assassiné après à peine 5 ans de pouvoir, et son fils, Hussein, le fils d'Ali, va lui également tenter de reconquérir le pouvoir des mains du califat omeyyade, mais sa révolte va être réprimée dans le sang, puisque Hussein va être décapité, lui avec les 70 membres de sa famille, durant la bataille de Kerbala en Irak. Kerbala qui aujourd'hui, vous savez, c'est le lieu où on commémore la Ashura dans le monde chiite, c'est-à-dire le martyre de Hussein. Vous vous souvenez de ces images de flagellation des chiites qui s'autoflagellent à coups de sabre, ou donc un peu partout dans le monde musulman chiite. Alors, ces deux courants, vous l'avez dit, ils ont le même socle, les 4 premiers califes, mais après, c'est la fracture sur plusieurs questions, et notamment le rôle de l'imam dans l'islam. Voilà, alors l'imam, il joue un rôle particulier chez les sunnites, puisqu'il est choisi par l'autorité politique ou par les croyants. Il n'y a pas d'intermédiaire pour les sunnites entre le croyant et Allah et Dieu, tandis que chez les chiites, l'imam, c'est un véritable guide de la communauté, donc il y a l'organisation d'un clergé tout autour de la communauté chiite musulmane. Donc après Ali, qui a été donc le premier imam chiite, vont se succéder 10 imams chiites, mais qui ne vont pas accéder au pouvoir, donc 11 imams chiites au total, aucun accès au pouvoir politique, et c'est justement cette frustration, Barbara, qui va pousser les chiites à développer une justification théologique de leur mise à l'écart. Leur pouvoir, le pouvoir des imams chiites, est désormais occulté. C'est la théorie du Mahdi, de l'imam caché. Les chiites duodécimains, donc du nom des 12 imams, attendent donc depuis le 9e siècle le retour du 12e imam, qui s'appelle lui aussi Mohammed el-Mahdi, Mohammed le caché, le Messie si vous voulez, qui aurait disparu à l'âge de 5 ans et qui doit revenir sur terre pour introduire justice et bien-être sur ce bas monde. Et après quoi, donc c'est la théorie de l'apocalypse, après quoi donc le monde disparaîtra. Alors tout de même, Cyril, est-ce que ce conflit n'est que religieux, ou est-ce qu'il a un aspect politique aussi ? Évidemment, il a un aspect politique, puisqu'on a vu les deux grands ensembles du monde chiite et du monde sunnite depuis 79. C'est là où vraiment les chiites reviennent sur le devant de la scène. Les Perses qui incarnent le chiisme même reviennent sur le devant de la scène avec la révolution des ayatollahs en 79, et ils considèrent que le monde arabo-sunnite, le monde arabe sunnite est corrompu, vendu au grand Satan américain. Alors depuis 79, il se dessine l'idée d'un croissant chiite. On peut peut-être revoir la carte, un croissant chiite
diplomatique qui rassemblerait donc l'Iran, le Liban, le Pakistan, l'Irak et la Syrie. On voit bien comment cette alliance de ce grand ensemble chiite est aujourd'hui au cœur de l'actualité, que ce soit en Syrie, au Liban ou en Iran évidemment. Alors, pour finir, pour qu'on comprenne quand même un petit peu ce qui se passe en Irak et pour revenir à l'actualité, pourquoi les sunnites et les chiites se redéchirent tout d'un coup comme ça en Irak ? Eh bien, rappelez-vous, avant 2003, avant l'intervention américaine, qui dirigeait l'Irak ? C'est évidemment l'Irak de Saddam Hussein. Saddam Hussein qui était sunnite, mais qui était minoritaire dans son pays. Il faut le rappeler, les sunnites étaient minoritaires, ils ne représentaient qu'un tiers de la population irakienne. Après l'intervention américaine, ils sont écartés du pouvoir, ils sont marginalisés. Qui émergent ? Ce sont les chiites. Aujourd'hui, on le voit bien avec le gouvernement du Premier ministre Nouri al-Maliki, oui. Nouri al-Maliki qui est un chiite, et on reproche à Nouri al-Maliki de ne pas en faire assez, de ne pas faire assez de concessions envers les sunnites et d'avoir complètement marginalisé les sunnites et les Kurdes, il faut le rappeler aussi, qui sont au nord-est du pays. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'émergence d'une rébellion sunnite à travers l'EIL, l'État islamique en Irak et au Levant, mais qui génère ou qui fédère autour de lui plusieurs mécontentements sunnites, pas seulement des fondamentalistes, mais aussi des anciens militaires de Saddam Hussein et toutes les tribus sunnites de l'Irak qui se sentent complètement marginalisées par cette situation. Et abandonnées par le pouvoir actuel. Voilà, on a un petit peu mieux compris ce qui se passe en Irak grâce à vous. Merci beaucoup, Cyril. Mardi 24 juin, vous êtes sur A24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité. 12 jours après l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens, les chefs du Hamas sortent de leur silence. Ismaël Haniyeh déclare que la 3e intifada est lancée. Khaled Mashal explique n'avoir aucune information, mais si les ravisseurs se trouvaient des membres du Hamas, eh bien, il les félicite. Et alors que l'enquête pour retrouver les 3 adolescents piétine, toujours aucun indice, eh bien les mères des 3 jeunes s'envolent aujourd'hui pour Genève. À la tribune de l'ONU, elles vont appeler le monde à réagir pour ramener leur fils le plus vite possible, sain et sauf, à la maison. L'Ukraine se rapproche d'un cessez-le-feu. Première journée sans violence depuis des semaines. Hier, les chefs séparatistes ont en effet annoncé qu'ils acceptaient une trêve temporaire. Annoncée unilatéralement, vous le savez, par Kiev vendredi. Poutine et Obama se sont entretenus au téléphone de la mise en œuvre de ce plan de paix. Enfin, Coupe du Monde, le Brésil rassure, et ce, aux dépens du Cameroun 4-1 hier soir. Le Brésil qui assure son billet pour les 8e de finale contre le Chili. Le Mexique gagne lui aussi brillamment sa place en 8e en venant à bout 3-1 de la Croatie. Enfin, la Hollande l'a emporté elle aussi un peu plus tôt hier, 2-0 sur le Chili. Voilà, et on continue de balayer l'actu internationale avec vous, Betsabé. Bonjour. Bonjour, Barbara. Alors, vous nous parlez tout d'abord ce matin de cette charte qui fait pas mal de bruit. C'est celle qui a fait distribuer le IL à Mossoul. Tout à fait. Alors, une charte de l'horreur, une charte d'épouvante, écrit même Libération. Une charte qui a donc été distribuée à Mossoul après qu'elle a été prise par le IL, donc après le 10 juin. Cette charte qui est composée de 16 articles, dont certains sont vraiment terrifiants. Des articles qui n'épargnent bien sûr ni les femmes, des femmes qui doivent sortir avec le niqab, donc couverte de la tête aux pieds, mais attention, qui ne peuvent sortir sans autorisation, soit d'un père, soit d'un mari, soit d'un frère, et qui, si elles sortent, doivent être accompagnées de l'un d'entre eux. Des articles qui n'épargnent pas non plus les chrétiens de Mossoul, en tout cas ce qu'il en reste, puisqu'on sait que la plupart s'est enfui, notamment dans le Kurdistan irakien. Des chrétiens de Mossoul qui sont considérés désormais comme une classe inférieure, qui doivent désormais payer un impôt de $250 par personne et par mois, ce qui n'est pas rien. Et puis bien sûr, interdiction totale de fumer, de boire, de consommer des drogues ou encore de manifester. Quant à ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu telle qu'elle est interprétée par l'EIL, eh bien, l'article 5 leur promet, attention, je cite, l'exécution, la crucifixion, l'amputation des bras et ou des jambes et bien sûr l'exil. Alors donc, de quoi alimenter évidemment un climat très tendu sur place. John Kerry sur place, vous l'avez dit, il a sans doute avec beaucoup de clairvoyance recommandé, prévenu que l'EIL menaçait l'existence même du pays.
Voilà pour l'Irak, une histoire émouvante à présent, celle d'un garçon indien handicapé au cœur de Bombay. Oui, un petit garçon invisible, dit CNN, qui est attaché tous les jours au poteau d'une station de bus de Bombay. C'est une reporter de CNN qui a rencontré Lakan, âgé de 9 ans et atteint de paralysie cérébrale. Sa grand-mère de 70 ans qui n'a pas d'argent et qui dort à même le sol sur un sari n'a d'autre choix que de l'attacher puisqu'elle a peur qu'il se fasse écraser. C'était un bébé joufflu comme les autres. Il a eu un jour une forte fièvre, il a été pris de convulsions. Du jour au lendemain, il n'était plus le même. Il a des problèmes moteurs. En plus, il est sourd-muet. Et voilà, il ne peut pas profiter d'un centre spécialisé puisqu'il n'y en a qu'un à Bombay, qui est évidemment plus que surpeuplé. Du coup, il est parmi d'autres en train de se fondre dans le paysage de rues surpeuplées. Et il n'est pas le seul. C'est ce qui est extrêmement choquant dans cette histoire aussi. Terrible. Allez, une bonne nouvelle, la libération de cette Soudanaise condamnée à mort dans son pays pour avoir renié sa religion. Voilà, elle se considère comme chrétienne. La cour criminelle soudanaise en cause la considère, elle, comme musulmane. Et du coup, vu que la loi islamique en vigueur au Soudan interdit les conversions, eh bien, elle a été condamnée à mort à la peine de pendaison. Alors, elle a été finalement libérée. À noter qu'elle est considérée avoir commis un adultère puisqu'elle s'est mariée à un non-musulman et que donc c'est considéré comme un adultère. Du coup, sans coup de fouet, cette histoire avait beaucoup ému au niveau international, d'autant qu'elle avait accouché en prison à une dizaine de jours après son verdict. Elle est maman d'un petit garçon de 20 mois qui était avec elle en prison. Vous noterez que les autorités soudanaises doivent s'expliquer aujourd'hui sur cette libération, des autorités qui semblaient un petit peu embarrassées ces derniers jours. Elles ont d'abord annoncé une libération, puis elles ont démenti. En tout cas, une question qui est peut-être bonne de se poser. Est-ce que la communauté internationale et justement toutes ces critiques ont peut-être influencé le Soudan? Voilà, en tout cas, elle est libérée, c'est la bonne nouvelle. Allez, on met de côté les drames humains pour ce matin, on en a eu assez. On se penche sur des problèmes plus terre-à-terre, c'est parti de l'actu internationale aussi. Les enfants de Sting. Les enfants de Sting qui ont d'autres problèmes, ils n'hériteront pas de leur papa. Il l'a dit dans une interview au Daily Mail ce week-end et ça fait pas mal de bruit dans la presse, notamment anglophone. Alors pourquoi cette décision? Eh bien, Gordon Sumner, c'est son vrai nom, a grandi dans une banlieue pauvre du nord-est de l'Angleterre et il trouve que tout cet argent, eh bien, c'est un fardeau. Deuxième raison, eh bien, il dit que tout simplement, il n'aura sûrement plus rien puisqu'ils sont en train de tout dépenser, lui et ses enfants. Et il considère donc qu'il en est mieux ainsi. Alors heureusement pour ses enfants, ils connaissent apparemment déjà le point de vue de leur papa. Pas une grande surprise donc. Voilà pour les enfants de Sting. Allez, on termine par la France où les croquettes de poisson font parler d'elles. Oui, alors une enquête, ça frôle le scandale sanitaire une fois de plus. En fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans le poisson qui est contenu dans les surimi, autres parmentiers et croquettes de poisson. En gros, vous avez écrit chair de poisson, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pas mal de peau et d'arêtes qui a été savamment broyée. Quant au pourcentage exact de poisson, je vous propose de vous remettre à la règle de 3 parce que souvent 30% dans 250 grammes de poisson, ça fait pas beaucoup au final. Merci beaucoup Betsabé, merci Cyril. À suivre après un nouveau journal, on se replonge dans l'actualité israélienne avec ce rapport publié hier sur la pauvreté dans le pays. Israël est le deuxième pays le plus pauvre de l'OCDE. Les gouvernements successifs sont pointés du doigt. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous au cœur de l'actualité israélienne ce mardi également. Après 6 mois d'intenses discussions et de reports incessants, eh bien, un comité spécial a publié hier son rapport sur la pauvreté dans le pays. Les gouvernements successifs sont pointés du doigt. Ils sont accusés d'avoir laissé faire. Bonjour Dror Even-Sapir, notre analyste politique. Alors première question, est-ce que la pauvreté en Israël a vraiment pris des proportions aussi inquiétantes que le dit le rapport ? Malheureusement, Barbara, et on va tout de suite s'en rendre compte en regardant ce petit graphique qui montre à quel point, effectivement, le phénomène de la pauvreté en Israël a pris des proportions inquiétantes. Pourcentage d'individus considérés comme pauvres en Israël. Alors, il y a une différence d'appréciation entre le rapport des assurances nationales israéliennes et celui de l'OCDE. On voit que dans les deux cas, le chiffre est important. 23,5% dans le premier, 18,8%, presque 20%, presque un Israélien sur 4 dans le deuxième, c'est beaucoup. Et c'est beaucoup plus élevé que la moyenne constatée dans les autres pays de l'OCDE. Alors, Israël s'enorgueillit, à juste titre, d'avoir intégré il y a quelques années l'OCDE,
Mais lorsqu'on a à l'esprit ces chiffres, on peut réaliser qu'il y a encore beaucoup à faire, Barbara, pour rejoindre l'OCDE en termes également de lutte contre la pauvreté. Le deuxième pays le plus pauvre de l'OCDE, c'est le dernier, c'est le Mexique, et Israël est malheureusement tout de suite après, donc en queue de classement. Et puis l'un des objectifs affichés de cette commission, la commission El Alouf, c'est de diminuer sur 10 ans de 50% le nombre de personnes pauvres en Israël pour rejoindre un chiffre qui correspond plus ou moins à la moyenne constatée dans les pays de l'OCDE, justement. Est-ce que le comité a expliqué hier comment Israël en est arrivé là ? Oui, mais selon certains experts, il n'a pas tout dit là-dessus. Parce que, alors là, on rentre dans un domaine qui est celui de la frontière un petit peu floue entre l'économie et l'idéologie. Oui. Depuis environ 30 ans en Israël, la politique qui est menée, c'est une politique qui est libérale, d'après certains critères même ultra-libérale, avec une diminution constante de l'État-providence. Alors, en fonction de sa sensibilité idéologique, on apprécie ou non, certains diraient que c'est justement en diminuant le rôle de l'État le plus possible qu'on peut lutter efficacement contre la pauvreté en favorisant la concurrence et en favorisant les initiatives privées. Et puis pour d'autres, eh bien, au contraire, Israël est allé trop loin dans cette direction de la diminution de l'État-providence. Diminution au cours de ces dernières années assez drastique des prestations sociales, des allocations familiales, un salaire minimal qui a été revu à la hausse, mais qui n'a pas été revu à la hausse d'une manière suffisante pour correspondre au coût de la vie. C'est ça, elle n'est pas proportionnelle. Et vous savez, même pour les gens qui ne sont pas considérés comme pauvres en Israël, le coût de la vie est élevé. Le coût du logement est exorbitant en Israël, surtout dans les grandes villes. On a donc... Et puis, un chiffre, je ne vais pas vous faire un cours d'économie ce matin. Faire un cours d'économie est trop donné dans les chiffres, et il est bien trop tôt, Barbara, mais tout de même, parmi les gens qui sont considérés comme pauvres, parmi les foyers qui sont considérés comme pauvres, une petite majorité, 52%, sont des foyers dans lesquels au moins une personne travaille. Au moins une personne travaille à temps plein. C'est ça, hein, ouais. Donc ce n'est pas un problème de chômage. D'ailleurs, les chiffres de chômage en Israël sont assez faibles. C'est le coût de la vie, quoi. Il y a des impôts directs et indirects extrêmement élevés également dans le pays. Hein. Oui, mais pour certains considèrent qu'il faudrait augmenter les impôts directs, les impôts sur le revenu et les impôts sur les sociétés pour pouvoir lutter contre ce phénomène de la pauvreté. Il y a aussi un autre phénomène qui est là peut-être spécifique à Israël et qu'on ne retrouve pas dans les autres pays de l'OCDE, c'est, disons, certaines données culturelles. Par exemple, dans le milieu ultra-orthodoxe. Dans le milieu ultra-orthodoxe, les hommes ne travaillent pas. C'est de moins en moins le cas. Il y a de plus en plus d'hommes, les femmes ultra-orthodoxes travaillent très souvent, mais il y a de plus en plus d'hommes qui travaillent justement pour éviter de tomber dans la pauvreté, et aussi dans les milieux, dans la société arabe israélienne, là, c'est le contraire, les femmes ne travaillent pas ou peu. Un mot des recommandations de la commission El Alouf, elle a recommandé quel type de mesures ? Bon, alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais augmenter par exemple les allocations vieillesse, augmenter le parc des logements sociaux. On a parlé du coût exorbitant du logement en Israël. Augmenter le parc des logements sociaux, il est très très faible en Israël. Il y a très peu d'équivalent de ce que l'on appelle en France les HLM. L'élargissement de ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu négatif pour encourager des gens au travail, même lorsqu'ils ont de très bas salaires, eh bien que le salaire soit compensé en quelque sorte par des compléments de revenus, des soins dentaires gratuits jusqu'à l'âge de 14 ans. Les soins dentaires coûtent très cher en Israël. Plus de subventions en matière de santé, des budgets différentiels en matière d'éducation. Dans les localités pauvres, vous savez que ce sont les localités qui gèrent en grande partie l'éducation en Israël, et bien faire en sorte que les localités les moins favorisées perçoivent plus d'argent que les autres en matière éducative. Toutes ces mesures ont évidemment un coût. Est-ce que l'État a les moyens de les financer ? Alors on va voir un second graphique qui va nous permettre de répondre en partie à cette question. Le coût des recommandations de la commission El Alouf, il est de 8 milliards de shekels par an. Selon certaines estimations, il est de 6 milliards de shekels par an. Ça va entre les deux. Or, les coupes budgétaires prévues par le ministre des Finances Yair Lapid pour l'an prochain sont de 10 milliards de shekels. Et c'est considéré comme des coupures relativement modestes par rapport à celles qui avaient été pratiquées dans les budgets de tous les ministères au cours de ces dernières années. Donc,
au vu de ces chiffres, eh bien, on peut en conclure que malheureusement, les recommandations de la Commission et la LOUF, en l'état, ne seront pas appliquées, en tout cas ne seront appliquées que très partiellement. Et la LOUF lui-même considère que les budgets sont déjà là, en quelque sorte, et qu'il faut, d'une certaine manière, lutter contre la bureaucratie, faire en sorte que les budgets sociaux soient répartis d'une manière plus efficace. C'est un choix politique aussi, pour finir. C'est un choix politique. Bon, Yair Lapid, ministre des Finances, il n'est pas seulement ministre des Finances, il est chef de parti. Ouais. Et à mon sens, c'est la première fois dans l'histoire d'Israël qu'un ministre des Finances est aussi un chef de parti. Habituellement, un ministre des Finances, c'est l'une des personnalités du parti au pouvoir, du parti du Premier ministre, ou alors même un expert venu de la société civile. Là, c'est un chef de parti. Donc il a toujours en tête, si vous voulez, son électorat. Et l'électorat d'Yair Lapid, c'est les classes moyennes. C'est pas forcément les classes les plus défavorisées. Mais certains experts considèrent que les classes moyennes aussi en Israël se paupérisent. Merci beaucoup, Dror Even-Sapir. Et on revient sur l'un des grands titres de cette matinée en Israël. 12 jours après l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens, eh bien vous le savez, toujours aucun indice, aucun signe de vie, mais 3 familles qui restent extrêmement mobilisées. Ce mardi, les mères des 3 adolescents s'envolent pour Genève, où elles sont invitées à la tribune de l'ONU pour alerter le monde sur le sort de leurs enfants. On retrouve Anouf Ayalon devant la maison d'une des 3 familles, notre envoyé spécial Mathias Inbar. Mathias, ce n'est pas la première fois que des citoyens israéliens sont invités à cette tribune du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Tout à fait, Barbara, ce n'est pas la première fois, c'est la 3e fois exactement. La première fois, c'était une délégation de famille de la ville de Sderot qui a été victime d'une pluie de missiles continuels depuis une dizaine d'années, notamment cette francophone Dina Cohen qui s'était exprimée en français devant cette commission des droits de l'homme à Genève pour éveiller l'attention de la communauté internationale. Il y a ensuite Noam Shalit, le père de Gilad Shalit, soldat israélien retenu en otage par le Hamas pendant 5 ans, qui s'était exprimé 3 ans après le kidnapping de son fils à Genève. Et puis ces 3 mères qui vont s'exprimer, notamment Rachel Frankel, la mère de Naftali, qui est une citoyenne américaine. Son fils l'est également et elle devrait s'exprimer en anglais justement pour éveiller la communauté internationale et attirer la communauté internationale sur le sort de ces 3 adolescents. Alors Mathias, les 3 mères des adolescents ne sont pas les seules à vouloir mobiliser la communauté internationale, comme vous dites. Shimon Peres, le président de l'État d'Israël, s'est envolé pour Washington où il doit rencontrer demain Barack Obama. Effectivement, Shimon Peres va aux États-Unis, alors non seulement pour recevoir une médaille d'honneur de la part du Congrès américain, mais ce n'est pas tout. Shimon Peres s'est engagé à faire en sorte de parler à Barack Obama. Je vous le rappelle, Naftali Frankel est un citoyen américain et il aura donc tous les moyens, Shimon Peres, pour user de son influence auprès de l'opinion publique américaine pour faire en sorte que les Américains prennent au sérieux cet enlèvement et mettent en œuvre également des moyens, non seulement des moyens diplomatiques, mais également logistiques au sol, pourquoi pas. C'est ce que disait ce matin le conseiller diplomatique de Shimon Peres, pour essayer de faire en sorte de retrouver ces 3 adolescents et de pointer du doigt le Hamas. On le sait, Mike Huckabee, l'ancien candidat pour l'élection présidentielle américaine du Parti républicain, s'est prononcé en faveur d'une aide américaine concrète auprès des Israéliens pour retrouver ces 3 adolescents. Et puis en Israël également, pour terminer, il y a quelques instants, un signe de solidarité de la part du travail du père de Naftali. Une vingtaine de personnes de son travail sont venues ici il y a quelques instants lui porter un soutien important. Et des enfants, vous les entendez derrière moi, des enfants de l'école de Neuf Ayalon, sont venus étudier. Ils font partie d'une école talmudique en Israël et ils sont venus étudier pour montrer également eux aussi leur soutien auprès de cette famille. Voilà, une mobilisation qui se poursuit. Merci beaucoup Mathias Inbar depuis Neuf Ayalon.
Voilà, on s'éloigne de l'actualité israélienne à présent. On va parler Coupe du Monde. Virginie, avec vous, bonjour. Vous venez ce matin nous parler tout d'abord du match. un peu tout ça. Voilà, du match Espagne-Chili. Alors, non pas le match sportif, vous n'êtes pas encore notre chroniqueuse sportive. Pas encore, malheureusement. On parle d'un match musical. Et oui, Barbara, qui dit mondial dit bien évidemment musique. Vous le savez, si le Brésil s'est réveillé et l'a remporté face au Mexique, on ne peut pas dire que sa musique est la plus populaire. Alors, pour ce qui est de l'Espagne, après un mauvais démarrage côté musique, on assure grâce au beau gosse Barbara. J'ai pensé à vous. Attention, Enrique Iglesias. Alors, son titre Bailando est la chanson officielle de l'équipe espagnole. La star est actuellement dans les charts de tous les pays d'Amérique latine. Elle est même numéro 1 au Chili, ce qui expliquerait bien peut-être la défaite des Chiliens qui n'ont malheureusement pas pu faire le poids face aux Espagnols. On écoute tout de suite sa chanson Bailando. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice 1000 palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Donc ça, c'est le grand gagnant. On continue avec un autre titre qui était donc en concurrence avec cette ambiance musicale un peu brésilienne. C'est Andrés de León avec son titre Para Encontrarte. Alors lui, il est venu soutenir les Chiliens, mais manque de peau, et bien la star dans le coin, c'est Enrique Iglesias. N'empêche, on peut toujours écouter son titre. Para sonreír, antes tuve que llorar y perder. Para tenerte, tuve que decir lo que no podía callar y escapar para encontrarte. Tuve que sentir lo que es la desilusión. Tuve que arriesgar y romper un corazón y sufrir. Bon, on le voyait aussi, une différence niveau budget, niveau clip. Vous avez préféré qui, Dror? Je dois avouer que j'étais pas très Enrique attentif. ou Andreas? C'est une question extrêmement difficile. Effectivement. Ouais. Bon, moi, je vote pour Musical, Enrique. je pense que Il est voilà. Il est plus mignon. Il est absolument Non, sublime. et puis le clip était plus sympa. En tout cas, le résultat était sans appel. Une victoire écrasante pour l'Espagne. Bravo Barbara, vous avez soutenu la bonne équipe. On peut parler d'un non-match même. Reste à savoir si l'Espagne Pour la est musique, capable pas de pour le reproduire. foot, parce pour le que, foot voilà, aussi. ça y est, pour Si, l'Espagne, pour le foot aussi, attention. Ils sont en train de se rattraper et on les attend. En tout cas, on leur souhaite bon courage et on souhaite aussi bon courage aux Chiliens. Et puisqu'on parle des Chiliens, vous allez nous montrer une vidéo de ces supporters. Ouais. Ils sont pas très contents, les Chiliens. Mais écoutez, on peut les comprendre. Ils ont voyagé du Pacifique à l'Atlantique pour finalement voir leur équipe perdre avec un score de 3-0. Barbara, faute de logement, la plupart d'entre eux ont envahi les plages de Copacabana en guise d'hôtel. Alors on les voit sur ces images, ils sont errants, ils sont déçus. Regardez, alors ça c'est à Rio, loin du stade, ils essayent néanmoins d'apprécier leur petit voyage au Brésil. Alors vous allez le voir, certains ont dormi dans des tentes, d'autres ont décidé de marcher le long des plages, d'autres ont aussi dormi dans des bus et ils espèrent vraiment voir leur équipe se relever. On leur souhaite bon courage. Ce soir, l'équipe jouera Barbara face aux Pays-Bas. C'était hier, ils ont perdu 2-0. Allez, on continue. Merci Barbara de suivre la Coupe du Monde. Avec un autre match musical. Voilà, j'ai sélectionné rien que pour vous Barbara, le match Belgique-Russie, bien évidemment. Alors côté Belgique, Stromae avec Ta tête, dont le clip version Coupe du Monde vient d'être dévoilé. Une vidéo à la Hunger Games, une vidéo qui était sortie à peine quelques heures avant le match Belgique-Algérie. Je vous propose tout de suite de la découvrir. Du moins c'est ce qu'ils disent, ils parlent trop. C'est pourquoi tes oreilles sifflent. À qui la faute? C'est la faute à autrui, c'est les autres. Toi tu n'as qu'une seule envie. Tu aimerais faire comme elle, on veut te la faire aussi. Le juge voudrait te faire, tout le monde te fera aussi. C'est bien grave, c'est dans le match. Maintenant, c'est le dernier. Ouais. Alors, face aux Belges, on a eu la chanteuse russe Nyusha, Anna Vladimirovna, de son vrai nom. Elle est actuellement en 2e position des charts de la Russie avec son titre Tolko, sélectionné à l'occasion de la Coupe du Monde. Et bien la Russe a tout pour plaire, mais ce n'est pas assez face à Stromae, donc on l'écoute tout de suite. Plus mignonne quand même. Elle est plus mignonne. Нужно лишь ждать. После дождя небо чисто. Хочешь обнять, но чувствуешь выстрелы. Кто виноват?
Voilà, dans ce match, c'est la Belgique qui l'emporte et on espère pareil pour le mondial. Merci beaucoup Virginie, merci Dror. Après un journal, on continuera à te parler de la Coupe du Monde avec tous les résultats, les vrais. Virginie, vous nous avez emmêlé les pinceaux, on refera de l'ordre. Après un nouveau journal, avec on parlera aussi des Bleus. On se retrouve dans quelques minutes. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On va parler de la Coupe du Monde dans un instant avec vous. Lise, les résultats d'hier, les matchs à venir et puis l'état de grâce des Bleus, ça intéresse tout le monde. On va essayer de décrypter le phénomène dans un instant. Pour l'heure, on commence avec vous, Rudy, et l'actu qui agite le web ce matin. Tout d'abord, l'Égypte et ce verdict choc hier et une campagne, Free Al Jazeera Staff. Oui, alors ça faisait déjà 6 mois depuis le 29 décembre dernier que l'Australien Peter Grace, le Canado-Égyptien Mohamed Fahmy et l'Égyptien Baher Mohamed étaient emprisonnés dans l'attente de leur jugement. Les journalistes donc étaient accusés de soutien aux islamistes, on le rappelle, et ils ont écopé de peines allant de 7 à 10 ans de prison. Un choc pour les internautes qui, donc déjà en décembre, avaient participé à cette campagne en ligne Free Al Jazeera Staff. Et hier, dès l'annonce du verdict, la mobilisation sur Internet est repartie avec de très nombreux posts, à commencer par le soutien de leurs confrères d'Al Jazeera English, avec cette photo, avec toute la rédaction unie, avec ce Free Al Jazeera Staff. Le monde du journalisme se mobilise au-delà des frontières, avec par exemple Larry King, le célèbre intervieweur de CNN, qui lui aussi prend part à la campagne. Une image énormément retweetée, cette 4e de couverture du New York Times, vide tout simplement, avec écrit ceci: voilà ce qui arrive quand on fait taire les journalistes. Voilà, des journalistes qui tentaient de faire leur travail. Alors les internautes, ils l'interprètent comment, ce verdict ? Alors c'est un véritable choc pour les internautes et pour comme Urduri qui pour lui parle de parodie de justice. Aucune preuve n'a été montée contre eux, n'a été démontrée dans tout ce procès. Mais il y a aussi un volet géopolitique qui est assez intéressant dans cette condamnation. Michael Parek nous dit que la condamnation de Peter Grace et de ses 2 confrères journalistes est un dommage collatéral des relations tendues entre l'Égypte de Al-Sisi et le Qatar. Et à noter que beaucoup sur Internet interprètent aussi la dureté de la sanction comme un message clair adressé aux journalistes indépendants qui veulent faire leur travail en Égypte. Voilà, on a reproché aux journalistes d'Al Jazeera d'avoir été trop proches du mouvement des frères musulmans. Mais bon, dans tous les cas, c'est un verdict choquant. On parle maintenant d'une belle histoire. Oui. Rudy, ça se passe sur Instagram. Oui, alors le net aime nous offrir des histoires à la fois émouvantes et tristes. Et bien dans cette catégorie, je vous propose ce matin l'initiative de Gina Young. C'est une jeune américaine globetrotter qui a perdu son papa en 2012. C'était un ingénieur, il est parti trop tôt, il avait 52 ans et il était parti trop tôt pour avoir réalisé son rêve de voyage en Europe. Et bien après plusieurs mois de dépression, sa fille s'est relevée et elle a eu l'idée de tout quitter, de tout plaquer et de réaliser le rêve de son père. Elle est partie en voyage avec une silhouette en carton, grandeur nature, de son papa, pour lui faire découvrir le monde de manière posthume. Et donc sur chaque lieu touristique, elle sortait ce grand carton et prenait la pose. Alors on la voit ici par exemple à Paris face à la Tour Eiffel, ou encore en Islande devant ce magnifique paysage. Voilà, c'est pas un photomontage. Et les gens autour d'elle, quand elle sortait cette photo grandeur nature, ils réagissaient comment ? Si on regarde bien les photos sur Instagram, les gens sont plutôt surpris. Elle a raconté que les gens venaient la voir et en parler, réagissent plutôt bien et trouve la démarche aussi belle que artistique. Sur son compte Instagram, qui est devenu un phénomène, il y a plus de 12 000 abonnés, beaucoup de commentaires positifs donc pour cette belle petite histoire. Voilà, on la voit devant la tour de Pise. On finit cette revue du web avec le mème du jour. Oui, le mème du jour, ces fameuses images détournées. Alors en France, la tension est vive autour du débat sur le statut des intermittents du spectacle et les manifestations s'enchaînent. Parfois, des photos inattendues sortent du lot, comme cette image surréaliste qui a fait véritablement le tour du monde, celle d'un intermittent au cœur de Lille qui, pour échapper aux forces de l'ordre, fait ce saut. Une photo signée du photographe Philippe Huguen qui travaille pour l'AFP. La suite, évidemment, vous la connaissez. Pour les fans de Retour vers le futur, il y a le détournement. Là, on est repassé au Hadji-Staff. Mais pour les fans de Retour vers le futur, il y a le détournement en mode overboard qu'on ne verra pas. C'est pas grave. La version propulseur spatial qui va peut-être arriver.
Voilà, voilà la version propulseur spatiale. Et regardez bien son visage, concentrez-vous sur son visage. Pour les amateurs d'art et de peinture, voici le cri de l'intermittent. Finalement, c'est une belle métaphore. Merci beaucoup, Rudy. Restez avec nous, on parle foot. Voilà, comme tous les jours, on finit cette émission avec la Coupe du Monde. Lise, on démarre ce matin par les matchs d'hier soir, avec d'abord les résultats dans le groupe B. Oui, on a eu des beaux matchs hier soir. Alors, Australie-Espagne, un match sans enjeu, puisque l'Australie et l'Espagne n'étaient pas qualifiés d'ores et déjà, on le savait. Mais c'était le dernier match de l'Espagne qui a fait une Coupe du Monde catastrophique, vous le savez. Donc, il fallait un petit peu sauver l'honneur. Les Espagnols n'avaient pas très envie de faire ce match. Et pourtant, ils ont fait honneur à leur pays en gagnant 3-0, 3 réalisations de Villa, Torres et Mata. On a vu des joueurs très émus, un peu à l'image de cette génération qui a tout gagné, cette génération dorée, et puis qui à ce mondial est passée complètement à côté. C'était presque un peu triste, et puis il y a beaucoup de ces joueurs qui vont arrêter le foot en sélection nationale après le mondial, notamment David Villa qui l'a annoncé, mais peut-être aussi Xavi Alonso et Iker Casillas, le fameux gardien de l'équipe. Ils ont dominé le match, mais malgré leur victoire, ça avait quand même un petit goût amer, d'un au revoir un petit peu trop tôt dans cette compétition. Voilà. Les Espagnes cette image de David Villa qui a été énormément partagée sur les réseaux sociaux hier. Il était littéralement en larmes à sa sortie. C'était à peu près la 50e minute. C'était donc effectivement son dernier match. Il aimerait continuer, mais finalement, à 32 ans, il sait qu'il ne sera plus sélectionné. Il part pour les États-Unis. Et donc l'image, je ne sais pas si on va la voir, c'est un des symboles de cette équipe espagnole. Il était complètement en larmes sur le banc. On n'a pas l'image, mais bon, voilà. Il était en pleurs, on a de la peine pour lui. Autre match, hier soir, les Pays-Bas, cette fois, une équipe européenne qui l'emporte 2-0 sur le Chili. Tout à fait. Alors, les Pays-Bas et le Chili, dans le groupe B, on sait que c'est eux qui vont aller en 8e. Ils ont gagné donc 2-0. On s'attendait à un match assez époustouflant. Il n'y a pas eu vraiment d'étincelle. Les deux équipes sont vraiment restées sur leur garde. Il faut dire que du côté des Pays-Bas, Van Persie était absent. Et puis du côté chilien, c'était Vidal qui était au repos. Donc les coachs sont restés très prudents. Et finalement, c'est le 109 de l'équipe hollandaise qui les a délivrés. C'est Fer, d'abord, qui a ouvert le score sur un coup de tête. Et puis Depay qui a marqué en toute fin de match. Donc à l'arrivée, c'est bien les Pays-Bas qui sont premiers du groupe B, suivi par le Chili. L'Espagne et l'Australie rentrent à la maison. Voilà pour le groupe B, son classement. Dans le groupe A, le groupe du Brésil, on a joué évidemment aussi hier soir, les résultats. Tout à fait. Alors on a eu un très beau Cameroun-Brésil, le Brésil qui se réveille enfin. Ils ont gagné 4-1 face au Lion indomptable, grâce notamment à un doublé de Neymar qui était vraiment en état de grâce. Il a ouvert le score à la 17e minute. Les deux autres buteurs brésiliens, c'était Fred et Fernandinho à la fin, 83e minute. Et c'est un peu à l'image de ce football sud-américain, comme le Costa Rica, le Chili, la Colombie. Là, ça démarre vraiment pour les équipes latino-américaines avec ce jeu très explosif qui tranche avec le côté endurant mais un peu statique des équipes européennes. Alors sur la Seleção, justement, Lise, à l'entrée de ce second tour, qu'est-ce qu'on peut en dire? On attendait beaucoup des Brésiliens pour ce mondial. Oui, alors les Brésiliens se réveillent. On est content, on les attendait, ils sont à domicile, on s'attend même à ce qu'ils gagnent. Donc là, pour le coup, ils ont commencé. Neymar est donc le meilleur buteur pour le moment de la compétition avec 4 réalisations. Donc ça rassure les fans, ça commence à faire rêver les gens. C'était pas très très bien parti, mais maintenant l'enthousiasme est de mise. Donc on va voir ce qu'ils vont faire par la suite. Alors vous parliez des équipes sud-américaines, on a eu un beau match hier pour le Mexique. Oui, tout à fait. Le Mexique qui a gagné contre la Croatie. Le Mexique, c'était 3-1. Alors c'était un match très très serré. Les buts mexicains ont été marqués en 10 minutes, entre la 72e et la 82e minute. Donc les Croates ont quand même réussi à réduire le score, mais c'était pas assez. Évidemment, El Tri, c'est le surnom de l'équipe mexicaine, ira en 8e. Et les Mexicains donc affronteront les Néerlandais en 8e de finale. Est-ce qu'on peut dire, Rudy, que jusqu'ici, c'est un peu le mondial des équipes d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud? Oui, on en parle beaucoup. On dit beaucoup que ce sont les équipes d'Amérique centrale, mais surtout, ce qui est important, c'est que l'homogénéité du niveau, c'est-à-dire que les matchs sont toujours très disputés. Il n'y a pas vraiment d'équipes faibles. Et c'est vrai que l'Amérique du Sud, les équipes d'Amérique du Sud,
pour l'instant, tirent leur épingle du jeu. On va voir ce qui va se passer en 8e. C'est un autre tournoi qui va commencer maintenant. Comment vous expliquez ce phénomène des équipes comme ça d'Amérique centrale et du Sud ? Moi, j'ai l'impression qu'ils ont un jeu encore... ils sont très frais, vous voyez, ils sont explosifs, ils ont envie d'y aller, ils réfléchissent moins que les Européens. Les Européens qui sont aussi très fatigués par les tournois, la Ligue des Champions, tout ça. C'est peut-être ça qui fait qu'ils ont encore plus de jus que les équipes européennes. C'est une sud-américaine aussi. Oui, donc, c'est vrai, ils sont chez eux. Ils sont quasiment à domicile, tous. Allez, on passe au match qui nous attendent ce soir, Lise, dans le groupe D, le groupe de la mort. De beaux matchs en perspective. Oui, le groupe de la mort. Alors ce soir, Italie-Uruguay, c'est le match décisif du groupe D. Les Italiens qui ont été battus par le Costa Rica, grande surprise. Ils avaient plutôt bien commencé la compétition en battant l'Angleterre. L'Angleterre qui est sortie de la compétition à cause de l'Uruguay avec un doublé de Suarez, on s'en rappelle, la semaine dernière. Et puis on aura l'autre affrontement de ce soir, sera Costa Rica-Angleterre, un match sans enjeu puisque pour la sélection des Trois Lions, c'est terminé. Ouais. Mais ça sera peut-être l'occasion de sortir dignement, un peu comme l'Espagne hier soir. On leur souhaite. On revient brièvement sur l'Italie. L'équipe avait pourtant bien commencé le mondial, mais là, ça s'inverse un peu. Ce soir, ça va être décisif pour eux. Donc, ils ont gagné 2-1 effectivement contre l'Angleterre. C'était bien parti vendredi dernier. Et puis, surprise face au Costa Rica, qui est en train de devenir le rouleau compresseur du groupe D. Ils ont perdu 1-0. Et là, comme pour l'Espagne, c'est tout un peuple qui s'est rebiffé, notamment dans la presse transalpine. La Gazzetta dello Sport a titré sur le désastre italien. Donc, les Italiens sont vraiment pas contents. Alors que mathématiquement, s'ils font un nul contre l'Uruguay, ils peuvent aller en 8e. Et le problème de l'Italie, c'est que très souvent, ils réussissent pas leur deuxième match de poule. Depuis 98, c'est comme ça que ça se passe. La dernière fois, c'était en 2010, match nul contre la Nouvelle-Zélande en Afrique du Sud. Alors, quelles excuses à ce récent échec ? En tout cas, c'est pas la chaleur, puisqu'on sait que leur entraîneur Prandelli leur a fait faire des séances de sauna pour les habituer au climat tropical. En tout cas, ce soir, face à une sélection uruguayenne très agressive, il va falloir quand même qu'ils se ressaisissent. Vous avez une excuse, vous, pour les Italiens ? Non, les Italiens sont jamais brillants, en fait. Ils sont jamais... Voilà, je vous dis, ils sont jamais brillants, mais cela dit, ils sont toujours là et ils iront comme d'habitude assez loin. Ils ont l'expérience pour le faire. Ce n'est jamais l'équipe qui impressionne dès le premier tour. Allez, Alice, ce soir, on aura aussi les finales du groupe C. Oui, tout à fait, le groupe C. Alors, on aura d'abord Japon-Colombie, un peu pour la forme, parce qu'on sait déjà que la Colombie va en 8e de finale. Et puis, on aura aussi Grèce-Côte d'Ivoire. Oui. Donc là, les éléphants ivoiriens vont devoir battre les Grecs pour aller au second tour. Voilà pour les matchs de ce soir. On termine par les Bleus. C'est un phénomène qui intéresse tout le monde. Demain, c'est le dernier match de poule de l'équipe de France. Ce sera contre l'Équateur. Une équipe, je l'ai dit, en état de grâce. Elle passionne, elle est aimée. Même la presse française l'acclame. Qu'est-ce qui se passe avec les Français ? Écoutez, depuis que les Français ont fait sauter la banque suisse 5-2 la semaine dernière, on a l'impression d'une transfiguration de l'équipe par rapport à 2010 surtout. On est presque dans le même état d'esprit qu'en 98. Et la France... Ah bon, vous allez jusque-là ? C'est votre pronostic ? Les Français, non, c'est pas mon pronostic. Mais en tout cas, les supporters se sont remis à aimer les Bleus et ça fait plaisir. Il y a vraiment un élan de ferveur populaire derrière l'équipe. Alors, si on tente de décrypter cette transformation, vous l'expliquez comment ? Grâce à qui ? Pourquoi ? Moi, je pense que c'est beaucoup dû à Didier Deschamps, qui a réussi à instaurer un état d'esprit très très sain au sein de ce groupe. D'ailleurs, je vous propose d'écouter... Alors, je crois qu'on a un problème de son. Je ne sais pas si en régie on peut me faire signe. Voilà, pas encore, on y travaille. D'accord. Alors Deschamps... Je peux vous faire l'imitation de Didier Deschamps si vous voulez. Je la ferai en antenne. Alors Deschamps, il travaille dur. Il travaille dur et puis il gère son équipe un peu comme un chef d'entreprise. Deschamps, c'est quelqu'un qui a été capitaine de l'équipe de France, qui est un vrai leader dans l'âme et il est féru de méthodes de management. Donc c'est vraiment quelqu'un qui gère ses joueurs comme un chef d'entreprise. Il les emmène en séminaire pour qu'ils apprennent à se connaître et il veut créer un lien collectif. C'est souvent ce qu'il dit. Il dit qu'aujourd'hui, à cause des nouvelles technologies, les gens sont renfermés sur eux-mêmes. Lui, non. Il veut créer une communauté et son véritable objectif, c'est pas cette Coupe du Monde, il s'attend pas, je pense, à aller jusqu'en finale, c'est l'Euro 2016 qui aura lieu en France et il espère que ça sera la répétition générale pour qu'en 2016 il y ait un groupe de 23 joueurs extrêmement solides qui puissent gagner. Et puis si je peux me permettre, il y a aussi ce petit coup de pouce du destin. Beaucoup disent notamment sur internet que l'absence de Ribéry, qui est une absence involontaire à cause d'une blessure, fait du bien à cette équipe et vraiment a tourné définitivement la page de 2010. De 98, de 2010. Voilà, de 2010.
indice. Alors, les autres joueurs qui font partie de l'équipe de France, ils y sont pour quelque chose. Oui, et justement, Rudy disait que l'absence de Ribéry, ça avait créé des polémiques, mais ça a aussi permis à Benzema d'éclore véritablement. Il a toujours été un joueur exceptionnel, mais là, la presse est unanime. Elle dit que Benzema a atteint l'âge de raison. Il a 26 ans. C'est quelqu'un qui a un palmarès impressionnant. Il était champion de France 4 fois avec l'Olympique lyonnais, champion d'Espagne. Il a eu la Ligue des Champions cette année avec le Real Madrid, nomination au Ballon d'Or 2012. Donc c'est un très grand joueur, mais on sait qu'il a eu des écarts de conduite qui lui ont coûté sa participation mondiale en 2010. Il a failli même ne pas venir au Brésil cette année, mais il paraît que sa paternité l'a rendu plus mature. On dit qu'il est beaucoup plus sage dans ses rapports. Ça arrive à beaucoup d'hommes. Avec les coachs, avec la presse, il est beaucoup plus calme. Donc le forfait de Ribéry en a fait un vrai atout pour les Bleus, et on dit même qu'il ne serait pas contre le brassard de capitaine bientôt. Benzema, vous y croyez ? En tout cas, il a le sourire et ça fait plaisir à voir. Enfin, le Benzema du Real Madrid arrive en équipe de France. On a l'impression de voir un nouveau joueur. Alors, Lise, ce qui est intéressant aussi dans ce phénomène des Bleus, c'est que l'enthousiasme qu'il suscite en France dépasse les frontières et arrive au Brésil. Oui, complètement. On pourrait croire que les Brésiliens n'aiment pas trop les Français à cause de la finale 98. Eh bien, pas du tout. Les Français sont à Ribeirão Preto, et dans cette ville qui accueille les Bleus, on peut lire partout « Bienvenue à nos amis français ». À tous les entraînements, il y a en moyenne 8000 Brésiliens qui sont présents. Ils brandissent des drapeaux tricolores. Ils ont même été soutenir les joueurs dans le stade à Salvador contre la Suisse. Benzema, c'est la vraie star des Brésiliens, donc ça fait quand même plaisir. Voilà, et on leur souhaite bonne chance pour demain. Merci beaucoup Lise, merci Rudy, merci à vous d'avoir été avec nous. On vous souhaite de continuer de regarder les matchs et de profiter de ce beau mondial. On se retrouve demain. Passez une très belle journée. Portez-vous bien.